Vous savez, à 72 ans, je croyais saisir toute la mesure de la cruauté et de la bonté de ce monde. J'avais vécu les changements de saison en France, observé notre société se transformer, élevé des enfants, bâti une carrière et appris à naviguer dans la délicate spirale des relations familiales à travers les générations. Mais la vie, comme souvent, me réservait une autre leçon profonde, une leçon qui allait remettre en question toutes mes convictions sur la dignité, la famille et la force tranquille que procure le fait de savoir exactement qui l'on est. Je m'appelle Marie-Claire, et voici une histoire que je n'aurais jamais pensé raconter. Elle parle d'un dîner d'anniversaire qui a tout changé, de préjugés qui nous aveuglent face à la vérité, et de cette force qui ne se dévoile pas mais qui perdure jusqu'au moment où on en a le plus besoin. C'était par une fraîche soirée d'octobre à Lyon que mon petit-fils Thomas a fêté ses 12 ans. 12 ans, un âge si merveilleux, où la curiosité enfantine pétille encore dans leurs yeux, mais où ils commencent à entrevoir le monde qui les entoure. J'avais tellement hâte de fêter ça avec lui, de voir son visage s'illuminer à l'ouverture du cadeau que j'avais soigneusement choisi, un journal intime en cuir vintage avec ses initiales gravées sur la couverture, le genre de cadeau qu'un jeune écrivain chérirait. Voyez-vous, Thomas avait toujours été spécial pour moi. Pas seulement parce qu'il était mon petit-fils, mais parce qu'il me voyait. Vraiment. Quand le reste de la famille se réunissait pour les vacances, absorbé par leur vie trépidante et leurs préoccupations modernes, Thomas trouvait toujours le moyen de me rejoindre. Il me questionnait sur mes anecdotes, sur la France de ma jeunesse, sur les livres que j'aimais. Il me donnait le sentiment d'être importante, que mes expériences avaient de la valeur. Mais ce soir-là, en approchant de l'élégant restaurant où la famille s'était réunie, j'ai senti quelque chose changer dans l'air. Peut-être était-ce le regard de l'hôtesse sur mon simple manteau de laine, ou la subtile façon dont mon fils Marcus évita mon regard à mon arrivée. J'étais habillée avec soin, comme toujours, une robe bleu marine avec une broche en perles qui avait appartenu à ma mère, des chaussures confortables pour la marche, un manteau qui m'avait bien servi pendant de nombreuses années. J'avais l'air, je suppose, de ce que j'étais, une femme de 72 ans qui privilégiait la substance au style, qui avait appris que la véritable élégance vient de l'intérieur. La famille était déjà assise à une grande table près de la fenêtre. Marcus était là avec sa femme, Sophie, et leurs 3 enfants, dont Thomas. Les parents de Sophie étaient également venus, ainsi que quelques amis de la famille. Tous étaient magnifiquement habillés, discutant avec animation de leur travail, de leur voyage et des derniers événements de leur vie. J'ai ressenti un instant de joie silencieuse en m'approchant, portant mon cadeau soigneusement emballé. « Grand-mère !» s'écria Thomas, le visage s'illuminant en me voyant. Il commença à se lever de sa chaise, mais la main de Sophie le repoussa vivement. « Thomas, assieds-toi bien, » dit-elle sèchement, puis se tourna vers moi avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Marie-Claire, tu as réussi. Comme gentil. » J'ai vécu assez longtemps pour reconnaître le langage subtil de l'exclusion. Cette façon dont les conversations s'interrompent un instant de trop lorsque certaines personnes s'approchent. Cette façon dont les regards se détournent du contact direct. La façon dont l'espace devient indisponible au moment opportun. Mais je ne m'attendais pas à le rencontrer de ma propre famille. « Joyeux anniversaire, mon chéri », dis-je à Thomas en posant mon cadeau sur la table. « Je t'ai apporté quelque chose qui pourrait te plaire. »« Oh, un autre livre, sans doute, » dit Sophie avec un rire léger et mordant. « Thomas s'intéresse beaucoup plus à la technologie ces temps-ci, n'est-ce pas, mon chéri? Quelque chose de plus contemporain aurait peut-être été mieux. » Je ressentis cette oppression familière qui m'envahit quand on dédaigne ce que l'on a fait avec amour. Mais je souris simplement et pris la chaise que Marcus m'avait tirée à contre-cœur au bout de la table, à l'écart de la conversation principale. Le dîner se poursuivit, j'étais largement exclu des discussions animées sur les réussites professionnelles, les vacances onéreuses et les événements mondains. Sophie tenait la cour au centre de la table, régalant tout le monde d'anecdotes sur son rôle important dans une grande entreprise technologique, son salaire impressionnant, son influence dans le monde des affaires. Elle a parlé de rapports trimestriels et d'initiatives stratégiques, des défis de la gestion de personnes qui ne comprennent tout simplement pas le monde des affaires modernes. L'ancienne génération, a-t-elle dit à un moment, en faisant un vague geste dans ma direction sans me regarder directement, ils ne comprennent tout simplement pas la complexité des choses. Ils sont coincés dans le passé,
Vous savez, ils ont leurs habitudes. C'est assez triste. J'ai observé mon fils Marcus, espérant qu'il prendrait la parole, qu'il me défendrait ou au moins qu'il redirigerait la conversation. Mais il semblait absorbé par son téléphone, acquiesçant parfois à ce que disait Sophie. Je me suis demandé quand il était devenu si distant, si disposé à laisser sa femme parler au nom de la famille. Thomas n'arrêtait pas d'essayer de me parler, me demandant où était le livre que je lui avais apporté, si j'avais lu de bonnes histoires récemment. Mais à chaque fois, Sophie l'interrompait, redirigeant son attention vers d'autres membres de la famille ou lui demandant de se concentrer sur son repas. « Grand-mère raconte les plus belles histoires », dit Thomas à un moment, sa voix jeune et claire de l'autre côté de la table. « Elle s'y connaît en histoire et en livres et… » « Thomas, interrompit Sophie fermement, n'embête pas ta grand-mère avec tes bavardages. Elle est probablement fatiguée. À son âge, ces réunions sociales peuvent être assez épuisantes. À son âge. La phrase flottait dans l'air comme un jugement. Je sentais quelque chose en moi s'immobiliser, s'apaiser. J'avais passé 4 décennies à bâtir une entreprise à partir de rien, employer des milliers de personnes, maîtriser les complexités du commerce international et de l'innovation technologique. J'avais élevé des enfants, soutenu ma communauté et gagné le respect de mes pairs comme de mes concurrents. Mais à cet instant, j'étais simplement, à son âge, un fardeau à gérer, une relique à tolérer. La soirée se poursuivit, devenant de plus en plus invisible. Quand le serveur vint prendre les commandes, Sophie commanda sans me consulter. Lors des photos de famille, j'étais toujours, d'une certaine manière, au bord du cadre, si tant est que je sois incluse. Au moment du gâteau et des vœux d'anniversaire, on me demanda de m'écarter pour laisser la place aux personnes importantes qui se rassemblaient autour de Thomas. Mais le moment qui changea tout fut lorsque je m'excusai pour aller aux toilettes. En traversant le restaurant, je remarquai le regard des autres convives. Une femme en tenue simple, avançant lentement, visiblement étrangère à la célébration glamour à la table près de la fenêtre. J'aperçus mon reflet dans le miroir du couloir et me vis à travers leurs yeux, âgés, ordinaires, facilement oubliés. De retour à table, je constatai que ma chaise avait été déplacée pour permettre au père de Sophie de s'asseoir plus près de la conversation. Je restai là un instant, ne sachant où aller, ressentant le poids de chacune de mes 72 années. « Oh, Marie-Claire, » dit Sophie, me remarquant enfin. Nous discutions justement de l'avenir de Thomas. De ses études, de ses opportunités. Vous savez, des sujets importants qui exigent, disons, une réflexion moderne. Je me suis dirigé vers une chaise vide tout au bout de la table, mais même cela me semblait intrusif. La conversation se déroulait autour de moi comme si j'étais invisible, comme si ma présence n'apportait rien à la célébration de l'anniversaire de mon petit-fils. Puis vint le moment que je n'oublierai jamais. Le gérant du restaurant s'est approché de notre table, l'air inquiet. « Excusez-moi, » dit-il doucement à Sophie, « mais nous avons reçu une plainte d'autres clients. Ils disent qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas sa place, qu'il est mal à l'aise. » Sophie a balayé la table du regard, son regard se posant sur moi avec un mélange d'embarras et d'irritation. « Oh » a-t-elle dit, sa voix se réduisant à ce qu'elle pensait probablement être un murmure, mais qui portait clairement dans le silence du restaurant. « Je suis vraiment désolée. Elle, enfin, elle est de la famille, mais… » Elle a fait un geste vers moi avec une réticence évidente. « Pourriez-vous, enfin, y a-t-il un autre endroit où elle pourrait s'asseoir? Peut-être au bar? Ou, je ne sais pas, un endroit plus approprié ?» Le gérant parut perplexe. « Je suis désolé, madame, mais je ne comprends pas. Y a-t-il un problème avec… » « Écoutez, » dit Sophie, la voix légèrement haussée par la frustration, « j'essaie d'organiser un bon dîner de famille ici. Une fête. Et certaines personnes ne s'intègrent pas. Vous comprenez? Elles mettent les autres clients mal à l'aise. Ce n'est pas personnel, c'est juste… Eh bien, regardez-la. » Le silence sembla s'installer dans tout le restaurant. Je sentis tous les regards se tourner vers moi, vers la vieille dame en simple robe bleu marine qui n'avait apparemment pas sa place à la fête d'anniversaire de son petit-fils. « Sophie, » dit Marcus doucement, levant enfin les yeux de son téléphone. « Que faites-vous? » « Je m'en occupe, » rétorqua-t-elle sèchement. « Quelqu'un doit le faire. On ne peut pas la laisser assise ici à mettre tout le monde mal à l'aise. »
C'est gênant. La voix de Thomas tranchait la tension, jeune, claire et pleine de confusion. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? C'est grand-mère. Pourquoi mettrait-elle les gens mal à l'aise? Thomas, tu ne comprends pas, dit Sophie, visiblement à bout de patience. Certaines personnes ne trouvent pas leur place dans certains endroits. Ta grand-mère, eh bien, elle vient d'une autre époque. Elle ne comprend plus comment les choses fonctionnent maintenant. Le directeur, visiblement mal à l'aise, se tourna vers moi. Madame, je suis désolé, mais si vous dérangez. Elle ne dérange rien, dit Thomas, la voix s'élevant de détresse. C'est ma grand-mère. Elle m'a apporté un cadeau. Pourquoi tout le monde est méchant avec elle? Mais Sophie était déjà debout, ramassant son sac d'un geste décidé. C'est exactement de ça que je parle, dit-elle au directeur. Elle fait un scandale. Elle énerve les enfants. Franchement, je pense qu'il vaudrait mieux que la sécurité s'en charge. Sécurité. Ce mot me frappa comme un coup de poing. Je restais là, entouré de ma famille, à être abordé comme si j'étais un problème à résoudre, une source de perturbation à éliminer. Le directeur parut profondément mal à l'aise. Madame, je ne pense vraiment pas. S'il vous plaît, dit Sophie fermement. Raccompagnez-la dehors. Doucement. On réglera le drame familial plus tard, mais pour l'instant, on veut juste profiter de notre fête sans complications. Je sentis alors quelque chose se briser en moi. Pas mon esprit, qui avait été mis à rude épreuve par des épreuves bien plus graves. Mais autre chose. Peut-être était-ce le dernier espoir que la famille valait plus que les apparences, que l'amour comptait plus que le statut social, que la femme qui avait élevé l'homme qui regardait sa femme humilier sa propre mère en silence puisse retrouver sa voix. L'agent de sécurité, un jeune homme qui semblait préférer être n'importe où ailleurs, s'approcha de moi avec une réticence évidente. « Madame, dit-il doucement, je suis désolé, mais… » « Ce n'est rien, dis-je doucement, d'une voix ferme malgré le tremblement de terre qui secouait ma poitrine. « Je comprends. » Je rassemblai mon manteau et mon sac à main, avançant avec la dignité qui m'avait porté pendant cette décennie. En m'éloignant de table, j'entendis Thomas m'appeler, la voix brisée par les larmes. « Grand-mère, ne pars pas. Je veux ouvrir ton cadeau. » Mais l'ordre sec de Sophie coupa court à ses protestations. « Thomas, assieds-toi. Ça suffit. » Je m'arrêtai au bord de la salle à manger et me retournai une dernière fois. Mon regard croisa celui de Marcus, de l'autre côté du restaurant bondé, et l'espace d'un instant, je vis quelque chose vaciller, la honte, peut-être, ou la reconnaissance de ce qui venait de se passer. Mais il ne bougea pas. Il ne se leva pas. Il ne parla pas. Je hochai la tête une fois, un geste qui englobait tout ce que je ne pouvais dire à cet instant, et sortis dans la fraîcheur du soir d'octobre. Le lendemain matin, assis dans mon bureau, confortablement installé dans mes livres et mes papiers, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Voyez-vous, Sophie ignorait quelque chose à propos de la vieille dame qu'elle avait si facilement congédiée. Quelque chose qui allait bientôt prendre une importance capitale. Pendant 40 ans, j'avais été PDG et fondateur d'Innovatech Solutions, l'une des entreprises technologiques les plus prospères de France. Nous étions spécialisés dans les solutions logicielles innovantes pour les entreprises de toute l'Europe et notre clientèle comptait parmi les plus prestigieuses du pays. Ce qui rendait la chose particulièrement intéressante, c'est que 6 mois plus tôt, nous avions acquis une petite entreprise technologique, celle-là même où Sophie travaillait et où elle était si fière de parler à tout le monde de son rôle important. Elle ignorait totalement que le mendiant qu'elle avait écarté de sa fête de famille était en réalité le patron du patron de son patron. La femme dont elle avait raillé la pensée archaïque était celle qui avait bâti l'entreprise qui l'employait désormais. J'aurais pu agir immédiatement. J'aurais pu convoquer une réunion, révéler la vérité et la regarder se démener pour s'expliquer. Mais il s'agissait là de vengeance, et j'avais appris depuis longtemps que la vengeance est un plat qui laisse tout le monde sur sa faim. J'ai donc choisi une autre voie. J'ai pris mon téléphone et appelé ma directrice des ressources humaines. « Bonjour, Claire, ai-je dit. J'ai besoin de toi pour gérer une mutation de personnel. Discrètement, s'il te plaît. » Dans les 24 heures, Sophie a été informée de sa mutation au service de gestion des installations. Son nouveau poste serait à la cafétéria des employés, où elle débuterait comme plongeuse et aide-cuisinière.
Cette mutation était présentée comme une opportunité de formation polyvalente pour l'aider à mieux comprendre tous les aspects du fonctionnement de l'entreprise. Je l'ai observé depuis la fenêtre de mon bureau arrivé pour son premier jour, ses vêtements de marque remplacés par un uniforme simple, sa démarche assurée désormais hésitante et confuse. Elle a passé la matinée à faire la vaisselle, essuyer les tables et servir à manger à ses collègues qui lui avaient autrefois été subordonnés. Mais voici ce que j'ai découvert en l'observant les jours suivants. L'humiliation ne lui a pas appris l'humilité. Au contraire, elle a semblé durcir quelque chose en elle. Je l'observais parler avec dédain aux employés de ménage plus âgés, lever les yeux au ciel lorsque les employés plus âgés mettaient plus de temps à commander leurs repas, et faire des remarques sarcastiques sur ceux qui ne suivaient pas le rythme des temps modernes. Un après-midi, je l'ai vu refuser d'aider un agent d'entretien âgé qui avait laissé tomber son plateau repas. « Ce n'est pas mon boulot », a-t-elle dit en haussant les épaules. Peut-être qu'il devrait être plus prudent à son âge. Un autre jour, elle s'est moquée d'une femme aux cheveux gris de la comptabilité qui avait du mal à utiliser le nouveau système de commande numérique. Certaines personnes ne s'adaptent tout simplement pas, a-t-elle dit assez fort pour que les autres l'entendent. Il est peut-être temps de prendre sa retraite. J'ai compris que le problème de Sophie ne venait pas seulement de la façon dont elle m'avait traité. Il s'agissait de la façon dont elle percevait tous ceux qu'elle considérait comme inférieurs à son appréciation, les plus âgés, les personnes effectuant un travail physique, ceux qui ne correspondaient pas à sa définition du succès ou de l'importance. Après 2 semaines à observer ce schéma, j'ai décidé qu'il était temps d'en discuter. J'ai demandé à mon assistante d'appeler Sophie à mon bureau. Elle est arrivée, l'air fatigué et pleine de ressentiment, les mains encore rouges d'avoir fait la vaisselle. Elle s'attendait visiblement à rencontrer un cadre intermédiaire pour sa mission de formation polyvalente. Au lieu de cela, elle est entrée dans l'élégant bureau de direction où j'étais assis derrière mon bureau en acajou, vêtu d'un de mes tailleurs bien coupés, mes cheveux argentés coiffés selon le style professionnel que j'avais conservé pendant des décennies. Pendant un instant, elle ne m'a pas reconnu. Puis j'ai vu la compréhension se dessiner dans son regard, suivie immédiatement par la surprise, puis par la panique. « Toi » a-t-elle murmuré. « Bonjour, Sophie » ai-je dit calmement. « S'il te plaît, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Elle est restée debout, son visage passant par toute une gamme d'émotions, l'incrédulité, la gêne, la peur, et enfin, la défiance. « C'est une blague » dit-elle. « Tu ne peux pas être, enfin, tu es juste. »« Quoi » demandai-je doucement. « Une vieille dame qui n'a pas sa place dans les bons restaurants? Quelqu'un qui met les gens mal à l'aise? Une relique du passé qui ne comprend pas le fonctionnement des entreprises modernes? » Elle ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Sophie semblait à court de mots. « Je veux que tu saches, continuai-je, que je ne t'ai pas fait venir ici pour me venger. Je t'ai fait venir ici parce que j'espérais qu'occuper un autre poste t'aiderait à comprendre quelque chose d'important sur la valeur de chaque personne dans cette entreprise, quel que soit son âge ou son poste. » Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, contemplant l'étage de bureaux animé en dessous. Pendant 2 semaines, je t'ai vu travailler aux côtés de personnes qui ont donné leur vie à cette entreprise. Des personnes qui nettoient nos bureaux, entretiennent notre matériel, servent nos repas. Des personnes qui n'ont peut-être pas de diplôme supérieur ni de bureau d'angle, mais qui contribuent de manière essentielle à notre succès. Je me retournai pour lui faire face. Et j'ai vu comment vous les traitez. De la même façon que vous m'avez traité au restaurant. Comme s'ils étaient invisibles. Comme si leurs années d'expérience et de dévouement ne signifiaient rien. Le visage de Sophie était rouge, les mains serrées. « Vous ne comprenez pas » dit-elle d'une voix plus forte. « J'ai travaillé dur pour en arriver là. J'ai gagné mon poste. Je ne méritais pas d'être humilié comme ça. »« Humilié » répétai-je doucement. « C'est ça que vous appelez un travail honnête? C'est ça que vous appelez apprendre les fondements de tout ce que nous faisons ici? » « Vous voyez ce que je veux dire » rétorqua-t-elle sèchement. « Vous m'avez mise en cuisine pour me punir. Pour me ridiculiser devant mes collègues. »« Non » répondis-je fermement. « Je vous ai mise en cuisine pour vous instruire. Mais vous avez choisi de ne pas apprendre. » Je retournai à mon bureau et ouvris un dossier. J'ai des rapports des responsables de la cafétéria. Ils me parlent de votre attitude, de vos commentaires,
de votre traitement envers les autres employés. Il me parle d'un concierge âgé que vous avez refusé d'aider, d'une grand-mère de la comptabilité dont vous vous êtes moqué, d'innombrables petites cruautés dont vous avez fait preuve envers des gens qui essayaient simplement de faire leur travail. La défiance de Sophie s'effaça légèrement. J'étais juste, c'était stressant. Être rétrogradé comme ça. Vous ne pouvez pas vous attendre à... Je peux m'attendre à ce que vous traitiez les gens avec la plus élémentaire dignité humaine, dis-je. Ce n'est pas trop demander à qui que ce soit, quel que soit son niveau de stress ou les circonstances. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du tic-tac de l'horloge antique sur mon étagère. Sophie fixait le sol, les épaules tendues par une émotion à peine contenue. « Je vais vous donner le choix, dis-je finalement. Tu peux continuer à travailler à la cafétéria, découvrir la valeur de chaque poste dans cette entreprise et peut-être en apprendre davantage sur toi-même. Ou tu peux démissionner, avec de bonnes références et une généreuse indemnité de départ. » Elle me regarda d'un air sévère. « Et si je reste ? » « Alors tu recommences. Tu apprends à considérer les gens, tous les gens, comme précieux. Tu apprends que la sagesse ne disparaît pas à l'âge de la retraite, que la dignité ne dépend pas du salaire, que le respect se gagne par le caractère, pas par la position. Et si je ne le fais pas ? Si je n'arrive pas à changer comme tu le souhaites ? Je la regardai fixement. Alors, tu finiras par travailler ailleurs de toute façon. Parce qu'une entreprise n'est forte que par sa culture, et je ne permettrai pas que cette culture soit empoisonnée par la cruauté ou l'arrogance. Sophie resta silencieuse un long moment, aux prises avec une question intérieure. Finalement, elle prit la parole. « Je choisis de rester, dit-elle. Non pas parce que je pense avoir eu tort, mais parce que je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. » Ce n'était pas la réponse que j'espérais, mais elle était honnête. Et parfois, j'ai appris que le changement commence par l'honnêteté, même quand ce n'est pas beau à voir. Au cours des mois suivants, j'ai observé Sophie poursuivre son travail à la cafétéria. Elle était plus prudente dans ses commentaires, plus professionnelle dans ses interactions. Mais je voyais bien que le changement était superficiel, motivé par la nécessité plutôt que par une réelle compréhension. La véritable transformation est venue d'une source inattendue, mon petit-fils Thomas. 3 semaines après notre conversation à mon bureau, Thomas s'est présenté chez moi un samedi après-midi. Il était seul, ayant traversé la ville en métro pour me trouver. Son visage était grave, comme seuls les enfants de 12 ans peuvent l'être face à des problèmes d'adultes. « Grand-mère, a-t-il dit, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Au restaurant. Maman refuse d'en parler, et papa s'énerve quand je le lui demande. Je nous ai préparé un chocolat chaud et me suis installé dans mon fauteuil préféré pendant qu'il se blottissait sur le canapé avec le journal que je lui avais offert pour son anniversaire. Il y avait écrit, ai-je remarqué, les pages remplies de son écriture soignée. Raconte-moi ce dont tu te souviens, ai-je dit doucement. Je me souviens que j'étais tout excité que tu sois là. Je me souviens que je voulais te montrer l'histoire que j'avais écrite pour l'école. Je me souviens que maman s'est énervée et a dit des choses absurdes sur toi. Sa voix s'est amoindrie. Je me souviens de ton départ, et j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas du tout, mais je ne comprenais pas quoi. J'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, mon chéri, les gens se font des idées sur les autres en se basant sur l'apparence, l'âge ou les circonstances. Ils oublient que chaque personne a de la valeur, une histoire, quelque chose d'important à offrir. « Mais tu es ma grand-mère, » dit-il d'une voix légèrement brisée. « C'est toi qui m'as appris à lire, à raconter des histoires et à penser par moi-même. C'est toi qui m'écoutes quand je parle de mes rêves. Comment a-t-on pu penser que tu n'étais pas à ta place ?» Cette question, venue du cœur d'un garçon de 12 ans, touchait droit au but. « Comment, vraiment ? Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. Mais je sais que ça m'a appris quelque chose d'important sur la personne que je veux être et sur le monde que je veux contribuer à créer. Thomas resta silencieux un moment, le temps de digérer ses mots. Puis il dit, « Grand-mère, je sais où maman travaille maintenant. Elle est à la cafétéria d'une grande entreprise. Elle est très en colère, mais elle refuse de nous dire pourquoi. » J'ai senti mon cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a été mutée, ou quelque chose comme ça. Elle doit faire la vaisselle et servir. Elle rentre tous les jours à la maison en se plaignant de son patron,
de l'injustice, de la façon dont elle est traitée. Il leva vers moi ses yeux sérieux de 12 ans. Grand-mère, tu crois que ce qui lui est arrivé a un rapport avec ce qui t'est arrivé? Un garçon intelligent. Trop intelligent, peut-être, pour son propre bien. Mais je ne pouvais pas lui mentir. Oui, dis-je doucement. Je pense que oui. Il hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Bien, dit-il fermement. Elle avait besoin d'apprendre quelque chose. Par la bouche des enfants. Cette conversation avec Thomas en a amené d'autres. Il a commencé à me rendre visite régulièrement, et petit à petit, à me poser des questions sur mon travail, mon entreprise, ma vie au-delà de mon rôle de grand-mère. Il était fasciné par l'entreprise que j'avais créée, les défis que j'avais rencontrés, les innovations que nous avions développées. Tu veux dire que tu es le patron du patron de maman? M'a-t-il demandé un après-midi, les yeux écarquillés d'émerveillement. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Et tu as lancé toute l'entreprise toute seule? Avec beaucoup d'aide de nombreuses personnes au fil des ans, oui. Il est resté silencieux un long moment. Puis, grand-mère, pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Pourquoi n'as-tu jamais parlé d'être importante? J'ai réfléchi attentivement à cette question. Parce que je ne voulais pas être aimé pour ce que j'avais accompli. Je voulais être aimé pour qui j'étais. Et je voulais m'assurer que lorsque les gens passaient du temps avec moi, c'était parce qu'ils appréciaient sincèrement ma compagnie, et non parce qu'ils pensaient que je pouvais leur être utile. Mais maman et papa, ils t'auraient traité différemment s'ils avaient su, non. Probablement, ai-je admis. Mais est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que ça aurait été plus honnête? Thomas réfléchit longuement. Je ne pense pas, dit-il finalement. Parce que je ne saurais pas s'il t'aimait vraiment ou s'il voulait juste quelque chose de toi. Exactement. Cette conversation marqua un tournant dans notre relation. Thomas commença à me voir non seulement comme sa grand-mère, mais comme une personne qui avait vécu une vie riche et complexe, qui avait pris des décisions difficiles, qui avait quelque chose de précieux à lui apprendre sur l'intégrité et l'authenticité. Mais surtout, il commença à voir que la façon dont sa mère me traitait reflétait quelque chose de plus profond dans sa personnalité. Et il n'aimait pas ce qu'il voyait. La confrontation eut lieu 6 mois plus tard, lors d'une autre réunion de famille. Cette fois, c'était le dîner de Noël chez Marcus et Sophie. Thomas avait passé l'après-midi à m'aider à préparer des desserts français traditionnels, et nous sommes arrivés ensemble, portant nos contributions au repas. Sophie était polie mais distante, son attitude envers moi soigneusement neutre. Elle avait appris, au fil de ces mois à la cafétéria, à être plus réservée dans ses expressions publiques de dédain. Mais la tension sous-jacente était toujours là, couvant sous la surface. La soirée se déroula comme toujours, Sophie parlant de son travail, elle avait été promue à un poste administratif, mais pas à son poste précédent, et Marcus acquiesça en consultant son téléphone. Mais Thomas, maintenant âgé de 13 ans et bien plus conscient de la dynamique familiale, n'en voulait pas. « Maman, dit-il lors d'une pause dans la conversation, parle à tout le monde de ton nouveau travail. De ton travail à la cafétéria. » Le visage de Sophie pâlit. « Thomas, ce n'est pas. Enfin, ce n'est pas important. C'était juste une mission temporaire. »« Mais tu as beaucoup appris, n'est-ce pas ?» insista Thomas, la voix innocente mais le regard perçant. « De traiter les gens avec respect? De ne pas juger les autres sur leur apparence ?» Le silence retomba dans la salle. Marcus leva les yeux de son téléphone, l'air confus. Les parents de Sophie échangèrent un regard. « Thomas, dit Sophie sèchement, ça suffit. »« Non, dit Thomas d'une voix de plus en plus forte. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Je pense qu'il faut qu'on parle de ce qui s'est passé à mon dîner d'anniversaire. De la façon dont tu as traité grand-mère. »« Thomas, tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement, l'interrompit-il. Tu étais gêné par grand-mère parce qu'elle n'avait pas l'air assez riche ou importante pour s'asseoir à ta table. Tu l'as fait expulser du restaurant par la sécurité. Tu lui as donné l'impression qu'elle n'avait pas sa place à la fête d'anniversaire de son propre petit-fils. » Les mots flottaient dans l'air comme une accusation. Le visage de Sophie était maintenant rouge vif, ses mains tremblaient légèrement. Ce n'est pas. Enfin, ce n'était pas comme ça. Elle était. Il y avait des plaintes d'autres clients. Il n'y a eu aucune plainte, dit Thomas fermement.
Tu as inventé ça parce que tu avais honte d'être vu avec elle. Marcus prit enfin la parole. Thomas, ça suffit. On ne parle pas comme ça à sa mère. Pourquoi pas? Rétorqua Thomas. Elle parlait à grand-mère comme ça. Elle la traitait comme une ordure. Comme si elle n'était rien. Il se tourna vers sa mère. Sais-tu qui est vraiment grand-mère, maman? Sais-tu ce qu'elle a accompli? Sais-tu qu'elle est probablement la personne la plus prospère de toute la famille? Les yeux de Sophie brillèrent d'une lueur qui ressemblait peut-être à de la peur. Thomas, arrête. C'est la PDG d'Innovatech Solutions. Elle a bâti cette entreprise à partir de rien. C'est ta patronne, maman. Elle a été ta patronne tout ce temps, et tu ne t'en étais même pas rendu compte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le téléphone de Marcus tomba par terre avec fracas. Les parents de Sophie fixèrent leur fille, stupéfaits. C'est impossible, murmura Marcus. Non, pas du tout, dit Thomas. Et vous savez quoi? Elle n'en a jamais parlé à personne, car elle voulait être aimée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle avait. Elle voulait savoir si sa famille tenait vraiment à elle, ou si elle voulait juste quelque chose d'elle. Il parcourut la salle du regard, observant tous les adultes qui n'avaient pas vu ce qui se passait sous leurs yeux. Eh bien, maintenant vous le savez. Et maintenant, elle le sait aussi. Le visage de Sophie se décomposa. Je ne pouvais pas savoir. Comment aurais-je pu? Tu étais censé la traiter avec respect, car c'est un être humain, dit simplement Thomas. Parce qu'elle fait partie de la famille. Parce qu'elle l'a mérité en 72 ans de vie, d'amour, de travail et de générosité. Il se leva et s'approcha de moi, encore abasourdi par sa défense acharnée. Grand-mère, je suis désolé. Je suis désolé pour la façon dont ils t'ont traité. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à comprendre ce qui se passait. Mon chéri, dis-je doucement, tu n'as rien à te reprocher. Si, dit-il. J'aurais dû te défendre plus tôt. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là au restaurant. J'aurais dû avoir le courage de parler. En regardant ce jeune homme remarquable, je sentis quelque chose se guérir en moi, quelque chose dont je n'avais même pas conscience. Tu me défends maintenant? Dis-je. Et cela demande un courage immense. Les conséquences de ce dîner de Noël furent rapides et décisives. En moins d'une semaine, Marcus avait demandé à Sophie de se séparer. La révélation de mon identité l'avait forcé à affronter non seulement ce qui s'était passé au restaurant, mais aussi des années à laisser sa femme te rabaisser et mépriser les personnes qu'il aurait dû protéger. Je n'arrive pas à croire que je l'ai laissé te traiter ainsi, dit-il en venant me voir. Je n'arrive pas à croire que je suis resté assis là sans rien dire. Je n'arrive pas à croire que je sois devenu le genre d'homme qui privilégie la paix au principe. Tu essayais de garder ta famille unie, dis-je doucement. Ce n'est pas totalement faux. Mais je ne maintenais pas la bonne famille unie, répondit-il. Je protégeais les mauvaises personnes. Sophie a choisi de démissionner d'Innovatech plutôt que de continuer à travailler pour une entreprise appartenant à la femme qu'elle avait humiliée. Elle est retournée vivre à Paris chez ses parents, et petit à petit, Marcus et elle ont réglé les détails de leur divorce. J'aimerais pouvoir dire que Sophie a tiré les leçons de cette expérience, qu'elle est devenue une autre personne, qu'elle a trouvé l'humilité et la grâce qui lui manquaient. Mais à vrai dire, je ne sais pas. On change quand on est prêt à changer, et parfois, on ne change jamais. Ce que je sais, c'est que Marcus et Thomas ont tous deux appris quelque chose d'important, défendre ce qui est juste, même dans les moments difficiles. Surtout dans les moments difficiles. Thomas a choisi de vivre avec son père, et il passait tous les week-ends avec moi. Nous cuisinions, lisions et parlions de tout, de la littérature aux affaires en passant par les complexités de la nature humaine. Il est devenu non seulement mon petit-fils, mais aussi mon ami, mon confident, à bien des égards, mon plus grand professeur. Grand-mère, me dit-il un après-midi alors que nous travaillions dans mon jardin, regrettes-tu parfois de ne pas avoir parlé de ton entreprise? De ce que tu as accompli? Je réfléchissais à cette question en m'occupant de mes rosiers. Non, finis-je par dire. Parce que cela m'a appris quelque chose d'inestimable sur la différence entre le respect et la peur, entre l'amour et l'intérêt personnel. Que veux-tu dire? Quand les gens savent que tu as du pouvoir, de l'argent ou de l'influence, ils te traitent différemment. Ils sont plus prudents, plus polis, plus attentionnés.
Mais on ne sait jamais s'ils réagissent à toi ou à ce que tu peux faire pour eux. Je levai les yeux vers lui, ce jeune homme sage qui était devenu une part si importante de ma vie. Tu m'aimais quand tu pensais que je n'étais qu'une vieille dame avec des histoires à raconter. Cet amour était vrai, honnête, inconditionnel. Si j'avais misé sur mes qualifications, je n'aurais jamais connu une telle affection pure. Mais tu as aussi connu la cruauté, fit-il remarquer. On te maltraitait parce qu'on te croyait impuissante. Oui, reconnus-je. Et ça m'a aussi appris quelque chose. Ça m'a montré comment certaines personnes se comportent quand elles pensent que personne d'important ne les regarde. Ça a révélé leur véritable nature. Thomas resta silencieux un instant, absorbé par la conversation. Alors, les personnes qui ont été gentilles avec toi alors qu'elles te prenaient pour une grand-mère ordinaire, ce sont elles qu'il faut garder. Exactement. Et celles qui ont été cruelles ou méprisantes, eh bien, maintenant je sais qui elles sont vraiment. Cette conversation a également entraîné des changements dans mon entreprise. J'ai commencé à mettre en place des programmes pour garantir que tous les employés, quel que soit leur poste ou leur ancienneté, soient traités avec dignité et respect. Nous avons créé des opportunités de mentorat qui associaient des travailleurs expérimentés à des nouveaux arrivants, comblant ainsi le fossé générationnel et favorisant la compréhension mutuelle. J'ai également instauré une politique selon laquelle tous les cadres, moi y compris, passeraient chaque trimestre du temps à travailler dans différents services de l'entreprise. Non pas comme une punition, mais comme une occasion de comprendre l'étendue de nos activités et de se rappeler que chaque rôle contribue à notre réussite. La réaction a été remarquable. Le moral s'est amélioré, la productivité a augmenté et nous avons développé une culture de respect mutuel qui est devenue un modèle pour les autres entreprises de notre secteur. Mais le changement le plus important s'est peut-être produit dans mon cœur. Cette expérience m'a appris le pouvoir de l'authenticité, la force d'être exactement qui l'on est, sans excuse ni prétention. J'ai commencé à intervenir lors de conférences sur le leadership et la culture d'entreprise, partageant les leçons que j'avais apprises non seulement sur les affaires, mais aussi sur la nature humaine. J'ai parlé de l'importance de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment et non pour ce qu'ils paraissent. J'ai évoqué la valeur de l'expérience et de la sagesse, quel que soit leur âge et leur position. Chaque personne que vous rencontrez, disais-je à mon public, a quelque chose à vous apprendre. Chaque interaction est une occasion d'apprendre, de grandir, de devenir plus humain. En écartant les gens en fonction de leur âge, de leur apparence, de leur poste ou de leur situation, nous nous privons de la chance de découvrir quelque chose de beau. L'histoire de cette soirée d'octobre, du dîner d'anniversaire qui a tout changé, est devenue un récit édifiant que je partageais chaque fois que j'abordais la culture d'entreprise et la dynamique familiale. Non pas pour humilier Sophie ni pour me justifier, mais pour illustrer les conséquences profondes de nos choix de comportement envers les autres. Dès que nous décidons que quelqu'un est indigne de notre attention, dirais-je, nous le dépressions, mais aussi nous-mêmes. Nous devenons plus petits, moins compatissants, moins sages. Nous perdons l'occasion de nous connecter à un autre être humain, d'apprendre de son expérience et d'enrichir notre propre vie. Et toujours, je terminais par le même message. La dignité ne se gagne pas par la réussite ni ne se perd par les circonstances. C'est quelque chose que l'on possède simplement en étant humain. Et le respect ne se donne pas en fonction de ce que les autres peuvent faire pour nous, mais de ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, assise dans mon jardin par ce chaud après-midi de printemps, regardant Thomas maintenant âgé de 16 ans et se préparant à entrer à l'université et lire à l'ombre de mon vieux chêne, je repense au chemin parcouru. La douleur de cette soirée d'octobre s'est transformée en autre chose. Gratitude pour les leçons apprises, reconnaissance pour les relations qui se sont approfondies et espoir pour l'avenir que nous construisons ensemble. Thomas lève les yeux de son livre et me surprend à le regarder. « À quoi penses-tu, grand-mère » ? À ma gratitude, dis-je honnêtement. À la façon dont cette terrible nuit a été à l'origine de certaines des plus belles découvertes de ma vie. Tu veux dire à la vraie nature des gens ? À ce sujet, oui. Mais aussi à propos du pouvoir de défendre ce qui est juste, même dans les moments difficiles. À propos de l'importance de voir les gens tels qu'ils sont vraiment. À propos de la façon dont l'amour peut survivre aux trahisons les plus douloureuses. Il ferme son livre et vient s'asseoir à côté de moi sur le banc du jardin. « Grand-mère,
Crois-tu que maman comprendra un jour ce qu'elle a fait de mal? C'est une question qu'il a déjà posée, de différentes manières, et je sais qu'elle lui pèse. Malgré tout, Sophie reste sa mère, et le cœur humain ne cesse pas d'aimer simplement parce que quelqu'un ne répond pas à nos attentes. Je ne sais pas, mon chéri, dis-je doucement. Les gens changent quand ils sont prêts à changer, et parfois ils ne le font jamais. Mais cela ne signifie pas qu'on cesse d'espérer pour eux, ni qu'on cesse de les traiter avec une gentillesse élémentaire lorsque nos chemins se croisent. Lui pardonnez-vous? Je réfléchis attentivement à la question. Pardonner, j'ai appris que ce n'est pas excuser le comportement de quelqu'un ou faire comme si ça n'avait pas fait mal. Il s'agit de choisir de ne pas laisser leurs actions empoisonner votre cœur. Je lui pardonne, dis-je finalement. Non pas parce que ce qu'elle a fait était acceptable, mais parce que nourrir de la colère et du ressentiment ne ferait que me blesser. Le pardon, je le fais pour moi, pas pour elle. Mais tu as quand même changé son travail. Tu as quand même veillé à ce qu'elle en subisse les conséquences. Oui, je reconnais. Parce que pardonner ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences. Cela signifie que nous réagissons aux mauvaises actions avec sagesse plutôt que par vengeance, avec justice plutôt que par cruauté. Thomas hoche la tête d'un air pensif. À 16 ans, il se débat avec ces questions morales complexes d'une manière qui me rappelle combien la sagesse peut naître d'une réflexion sincère. Je réfléchis à l'histoire que je veux écrire pour ma candidature à l'université, dit-il. À ce que j'ai appris en observant la façon dont différentes personnes vous traitent. À ce que cela m'a appris sur le caractère et l'intégrité. Que as-tu appris? La façon dont les gens traitent ceux qu'ils croient impuissants en dit long sur leur véritable nature. La gentillesse ne devrait pas dépendre de ce que quelqu'un peut faire pour vous. La sagesse et la valeur ne disparaissent pas avec l'âge, elles augmentent même. Il marque une pause, contemplant le jardin où les fleurs s'épanouissent avec une abondance prudente. Et j'ai appris que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir sur les autres. Il s'agit d'utiliser tout son pouvoir pour élever les autres, pour créer l'équité, pour améliorer les choses. En l'écoutant, je ressens une profonde satisfaction qui va au-delà de la justification personnelle. Ce jeune homme, qui aurait pu apprendre le cynisme de ce qu'il a vu, a au contraire appris la compassion. Il aurait pu s'amertumer face aux dysfonctionnements familiaux, mais il est déterminé à contribuer à la solution. J'ai autre chose à vous dire, dit-il. Une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est? Je veux travailler avec toi. Dans ton entreprise. Non pas parce que tu es ma grand-mère, mais parce que je crois en ce que tu essaies de construire là-bas. La façon dont tu as changé la culture, dont tu as fait en sorte que ce soit plus qu'une simple question de profit, je veux y contribuer. Je sens mon cœur se gonfler de fierté et de joie. Tu es sûr? C'est un secteur difficile, et les gens se demanderont toujours si tu as mérité ton poste ou s'il t'a été donné grâce à notre relation. Qu'ils se le demandent, dit-il avec un sourire qui me rappelle mon âge. Je ferai mes preuves par mon travail, comme toi. Et si je suis un leader à moitié aussi bon que toi, l'entreprise aura de la chance de m'avoir. Nous restons assis un moment dans un silence confortable, regardant la lumière de fin d'après-midi filtrer à travers les feuilles. Je repense au chemin qui nous a menés à ce moment, à la douleur qui a mené à la guérison, à l'obscurité qui a laissé place à la lumière. Grand-mère, finit par dire Thomas, j'ai encore une question. Pose-moi n'importe quelle question. Si vous pouviez revivre cette soirée au restaurant, sachant ce que vous savez maintenant, changeriez-vous quelque chose? J'y réfléchis profondément. Choisirais-je de révéler mon identité dès le début? Trouverais-je un moyen d'éviter l'humiliation, la douleur, le rejet public? Non, dis-je finalement. Parce que cette nuit, aussi terrible soit-elle, m'a appris quelque chose d'inestimable sur la différence entre ce que l'on est et ce que l'on prétend être. Elle m'a montré que toi et ton père étiez capables de grandir et de faire preuve de courage au moment le plus important. Cela a conduit à des changements dans mon entreprise qui ont amélioré la vie de milliers de personnes. Je prends sa main dans la mienne, ressentant la force de la génération suivante. Et surtout, cela nous a rapprochés. Cela a rendu notre relation plus profonde, plus honnête, plus authentique. Le soleil se couche maintenant, peignant le jardin de nuances d'or et d'ambre. Au loin, j'entends les bruits de la ville, les gens qui rentrent du travail, les enfants qui jouent,
le rythme éternel de la vie qui poursuit sa danse. Tu sais ce que j'ai appris en 72 ans? Dis-je à Thomas. Les moments les plus importants de la vie sont rarement ceux que l'on planifie. Ce sont ceux où l'on est mis à l'épreuve, où l'on doit choisir entre la facilité et la justice, où l'on découvre de quoi on est vraiment fait. Et toi, de quoi es-tu faite, grand-mère? Je souris en pensant à la jeune femme qui a créé une entreprise avec rien d'autre que détermination et vision, à la mère qui a élevé ses enfants tout en bâtissant son entreprise, à la grand-mère qui a refusé de laisser la cruauté définir sa réponse au monde. Je suis faite de la même chose que toi, mon chéri. De la même chose que nous sommes tous faits. L'amour, la résilience, l'espoir et la conviction inébranlable que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui si nous avons le courage de le faire. En rentrant à la maison, je repense à l'histoire que je viens de te raconter. C'est une histoire de suppositions et de révélations, de masques que les gens portent et de la vérité qui se cache derrière. Mais plus que ça, c'est une histoire de la force tranquille qui vient de savoir exactement qui l'on est, quel que soit le regard des autres. Il y aura toujours des gens qui jugent sur les apparences, qui rejettent ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, qui prennent la gentillesse pour de la faiblesse et l'âge pour de l'insignifiance. Mais il y aura toujours des gens comme Thomas, qui voient au-delà des apparences, qui privilégient la sagesse à la richesse, qui privilégient l'amour aux préjugés. Choisir qui être est une décision que nous prenons chaque jour, dans chaque interaction, dans chaque décision concernant la façon de traiter les gens que nous rencontrons. Nous pouvons choisir de voir un mendiant ou un PDG, une vieille femme ou un mentor avisé, un fardeau ou une bénédiction. J'ai choisi de voir la vérité dans le cœur des gens, même lorsque cette vérité était douloureuse. J'ai choisi de répondre avec dignité plutôt que par vengeance, avec sagesse plutôt que par cruauté. J'ai choisi d'utiliser mon pouvoir pour enseigner plutôt que pour punir, pour guérir plutôt que pour blesser. Et en faisant ces choix, j'ai découvert quelque chose de magnifique. La véritable mesure d'une vie bien vécue ne se mesure pas au titre que nous portons ou à la reconnaissance que nous recevons, mais aux personnes que nous élevons, à l'amour que nous partageons et à l'héritage que nous laissons dans le cœur de ceux qui nous ont connus. Ce soir, en me préparant à dormir, je penserai à Thomas travaillant sur sa candidature à l'université, écrivant sur les leçons qu'il a tirées de l'observation de sa famille traversant une crise. Je penserai aux employés de mon entreprise qui viennent travailler chaque jour dans un environnement où leur dignité est préservée et leur contribution valorisée. Je penserai au public auquel j'ai parlé, qui en ont tiré de nouvelles connaissances sur le pouvoir du respect et l'importance de voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Et je dormirai paisiblement, sachant que parfois les victoires les plus profondes sont celles qui se font discrètement, celles qui ne se produisent pas dans les salles de conseil ou les tribunaux, mais dans la transformation des cœurs et des esprits, une personne à la fois. L'histoire de cette soirée d'octobre restera toujours gravée en moi, non pas comme une blessure, mais comme un rappel de la force qui naît de l'authenticité, de la sagesse qui émerge de la douleur, et de la belle vérité que l'amour véritable, sincère et inconditionnel, peut survivre même aux trahisons les plus cruelles. Car, au final, c'est bien de cela que parle cette histoire, non pas du moment où j'ai été rejeté et humilié, mais du moment où j'ai choisi ma réaction. Non pas de la nuit où j'ai été traité comme si je ne comptais pas, mais du jour où j'ai décidé d'user de mon pouvoir pour que personne d'autre ne ressente la même chose. Voilà, mes chers amis, le pouvoir silencieux de la dignité. Elle ne s'annonce pas en fanfare et n'exige pas de reconnaissance. Elle perdure, se transforme et finit par triompher, un acte de grâce après l'autre. Et c'est, je crois, une leçon à retenir, quelle que soit la période de la vie dans laquelle nous nous trouvons.